which is the affrontement, the fight between the US and China, and he will do it with the help of a PowerPoint presentation, and I will show the slide when Walden will be talking. And then we will La première présentation sera la présentation de Walden, qui est sociologue et écrivain. Il est philippin. Et la deuxième présentation sera réalisée par Martine Bullard, qui est une journaliste française. Elle est aussi économiste, écrivaine. Si vous êtes d'accord, je pense qu'on peut commencer. On aura une traduction. Je vais commencer en partageant les diapos et vous pouvez commencer quand vous voulez. Christophe, if you can enlarge the slide a bit, is that okay? Just a bit. Est-ce que tu pourrais augmenter un peu les diapos? Okay, if you can't, then I'll just have to. 2 seconds. Juste 2 secondes, je vais essayer de le faire. Better like that? Okay, great. That's it. Comme ça, c'est bon? Okay. Parfait. Okay, so thank you very much for inviting. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation, pour partager mes pensées avec vous. Je vais parler de la rivalité entre la Chine et les États-Unis et j'aimerais mettre l'emphase sur l'économie politique de la relation entre les États-Unis et la Chine. Les scientifiques parlent d'une transition hégémonique. Je vais parler de cette relation entre les États-Unis et la Chine et après, je vais parler sur les stratégies au sein de cette relation. Au début de la 3e décennie du 21e siècle, la Chine n'était pas seulement la seconde plus grande économie du monde. Elle est devenue un centre d'accumulation de capital global et, dans l'image populaire, la locomotive de l'économie mondiale. Elle correspond à 28% de toute la croissance mondiale dans les dernières 5 années, de 2013 à 2010. C'est plus que le double de la participation des États-Unis par rapport au Fonds monétaire international. La prochaine diapo, s'il vous plaît. Quelles sont les origines de ce présent que nous vivons aujourd'hui, de cette économie politique globale? Il y a eu une coïncidence entre 2 crises qui n'étaient pas en lien dans la décennie des années 70. La première crise, ça a été la crise de rentabilité du capital des États-Unis où la taxe de profit est tombée à 14% en 1963 et à 6% au début des années 80. Ça a été une chute importante pendant ces 70 années. Et la deuxième crise, c'était la crise de légitimité en Chine après la révolution culturelle. Il y a eu un mauvais destin du parti. Je reviens à la première crise. La Chine a eu un rôle fondamental dans la solution, au moins de manière temporelle, dans la crise du profit du capitalisme global. Le plus important pour comprendre tout ça, c'est le livre classique de Rosa Luxemburg, Le cumul du capital. Il y a quelque chose qui se passe sur l'écran.
Tu peux éliminer ça? No, I can't. Okay, great. Classic book, The Accumulation of Voilà. Capital. And let me quote Luxembourg. Le livre classique, Le cumul du capital, Development of capitalism de makes Rosa an Luxemburgo. environment of non-capitalist L'existence et le développement du capitalisme, il demande des formes de production qui ne sont pas capitalistes. C'est une citation de Rosa Luxemburg. Le capitalisme, il a besoin des extraits sociaux non capitalistes comme marché pour sa valeur ajoutée, comme une source pour les moyens de production, un réservatoire pour les forces de travail dans le système salarial. La dernière fonction, c'est la fonction la plus importante. La relation du capitalisme avec les modes de production non capitalistes, elle est contradictoire. Il a besoin d'elle, même si sa destruction est nécessaire pour sa survie. Pourquoi la Chine était spéciale? Les transnationales ont commencé à mouvoir les processus de main-d'œuvre intensifs pour les pays en développement pour pouvoir contenir la chute de la taxe de profit depuis le début des années 70. Mais la Chine était spéciale. Tout d'abord, il y avait une grande concentration de main-d'œuvre qui n'avait pas été intégrée au capitalisme et ça a commencé avec une base salariale très basse. Elle était assez isolée des pressions immédiates du marché dans les augmentations salariales. Mais dû à sa propre existence et aux impacts dans les décisions d'investissement, il y a eu une pression vers le bas sur les salaires globaux dans l'industrie. Dans la première décennie du siècle 21, la Chine a libéré 121 millions de travailleurs pour les secteurs de manufacture et de services. Un deuxième point, la Chine avait un grand réservatoire de main-d'œuvre rurale qui, à travers la migration, ont servi comme un contrôle interne des salaires dans les villes. Pendant les années 2000, plus de 80 millions de personnes qui vivaient en zone rurale ont été dans les villes pour pouvoir occuper des emplois urbains. Donc, il y a une pression constante dans les taxes des salaires pour qu'ils se maintiennent en bas. La conjoncture globale, elle a permis l'ascendance de la Chine. Tout d'abord, la Chine est apparue comme il a fourni des main-d'œuvre globales à une époque où les États-Unis, pendant les 30 glorieuses, donc tout ça s'est passé pendant les 30 glorieuses. La Chine, comme un potentiel industriel, a coïncidé avec un perfectionnement de la technologie révolutionnaire qui a dispersé les différentes phases de production par rapport à la logique du marché. Il y a eu des avantages locationnels et des avantages fiscaux. C'est un processus qui a été connu sous le nom de la chaîne de valeur. Il y a eu l'avancée du transport dans les containers. La Chine, elle a eu un bénéfice par rapport aux réductions des tarifs et l'élimination des quotas. La Chine s'est rapprochée des États-Unis comme à travers les accords en 2001. Et de manière différente des pays occidentaux du capitalisme, durant l'ascension de la domination, la Chine n'a pas eu à prendre des marchés de manière violente. Ses objectifs stratégiques ont été différents. Les TNC voulaient explorer la main-d'œuvre chinoise pour avoir plus de profit. La Chine a fourni sa force de travail en manufacture pour l'exploration, mais son objectif, c'était d'avoir un investissement dans la technologie pour pouvoir développer son économie de manière plus ample. Elle a cherché dans cet objectif stratégique et le leader chinois a utilisé les investissements
étrangers comme un substitut pour une classe capitaliste domestique. Les élites économiques et politiques des États-Unis conduisaient cet accord jusqu'à ce que Trump assume sa position. De la perspective du Parti communiste, les coûts sur le court et moyen terme a permis que le capital global il explore le travail de la Chine en échange du développement de son économie et qu'il garantisse sa propre légitimité dans ce processus. Et tout ça a été une négociation assez diabolique. À la fin de la seconde décennie du siècle XXI, l'importance des alliés corporatifs de Pékin a été réduite par la combination d'une stagnation pendant la décennie suivante avec la récession à laquelle a conduit le Covid-19. Même s'il y a eu des domaines où les entreprises américaines de haute technologie ont continué à être importantes. Mais qu'est-ce qui a fait une différence? La différence, ça a été un État fort qui a émergé d'une révolution anti-impérialiste. Pas un État qui a été dérouté comme le Japon, par exemple, ou un protectorat comme la Corée du Sud, par exemple. La Corée, en général, elle est vue comme un État en développement. La Chine, c'était un État beaucoup plus fort qu'eux. La Chine est sortie d'une révolution anti-impérialiste. Pour garantir les salaires, les transnationales américaines ont transféré beaucoup de leur fabrication vers la Chine. Et l'industrialisation très rapide de la Chine était donc liée à la désindustrialisation des États-Unis. Et c'est comme ça que fonctionnent les lois du capitalisme global. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de crise en Chine, mais c'était une crise de croissance, comme j'ai l'habitude de le dire. Il y a eu tout d'abord une augmentation dans plusieurs dimensions des inégalités, aussi bien de genre que dans d'autres domaines. Il y a eu aussi les crises environnementales. Il y a eu des problèmes de surplus qui ont été horribles pour la base de la manufacture de Chine. Il y a eu beaucoup de protestations, mais aucun défi systémique. Et l'image qu'il n'y avait pas beaucoup de protestations en Chine, elle n'est pas exacte. Jusqu'à 2008, il y a eu des milliers de protestations, mais la différence, et elle existe encore, la différence, c'est qu'il n'y avait pas un défi systémique au sein du Parti communiste. Pourquoi il n'y avait pas un défi systémique? Même si les inégalités ont augmenté, les salaires ont aussi augmenté de manière encore plus rapide. De 1988 à 2008, il y a une augmentation de 229%. C'est 2 fois la moyenne globale qui est de 24%. Et c'est beaucoup plus que les taxes de l'Inde qui est de 34% et d'autres économies asiatiques qui sont en développement. Pendant la majorité des dernières 3 décennies, tous les bateaux ont augmenté, ont monté. La plupart des personnes font plus attention à leur propre embarcation qu'à l'embarcation qui ont monté un peu plus. Donc, c'est une citation. Ils peuvent en résumé être comparés à Deng Xiaoping au début de l'ère de la réforme, quand certaines personnes et certaines régions où il devait être permis de prospérer avant les autres. Les crises du déclin des États-Unis.
Il y a eu, bien avant le collapse bancaire de 2008, les principales industries des États-Unis comme les instruments, les machines, l'électronique, les automobiles, etc., ont déjà souffert un premier collapse économique. Même, ils ne se sont pas tous, ils n'ont pas tous été vers la Chine. Le changement pour la Chine, ça a été un facteur central dans la désindustrialisation. On estime que le choc de la Chine, entre guillemets, il a amené à la perte de 2,4 millions de travail américain. Probablement, la quantité de travail perdu a été bien supérieure à ce nombre. L'augmentation des inégalités aux États-Unis s'est faite en raison, entre autres, de la désindustrialisation, qui a amené donc à une perte des emplois et des industries qui étaient bien payées. Mais ça n'a pas été la seule raison et on doit regarder que l'augmentation des inégalités, elle est le produit des politiques néolibérales comme un ensemble. Ici, il y a une citation de Piketty qui explique la distribution des revenus avec son évolution de 1950 à 1980, puis de 2010 à 2015. En plus de ces crises de l'industrialisation, nous avons aussi des crises politiques et idéologiques aux États-Unis. La première crise politique, c'est la guerre civile qui n'est pas déclarée et qui a fait beaucoup de mal au système politique des États-Unis. Les personnes parlent de ce phénomène comme d'une guerre civile. La deuxième, c'est la crise idéologique, une perte du rêve américain et de la démocratie missionnaire qui était tournée vers l'intérieur. Même si la droite et la gauche ont bien sûr des différences en ce qui concerne ce tour vers l'intérieur. Il y a eu donc il y a une différence dans cette perspective du tournant vers l'intérieur. Et la déroute des États-Unis en Afghanistan, elle va accélérer ce phénomène. Au contraire des États-Unis, en Chine, même s'il n'y avait pas des tensions associées à une industrialisation vertigineuse, elle ne souffrait pas de ces différences politiques, de la polarisation politique. Les personnes en faveur de la démocratie de style occidental, elles étaient minoritaires, même s'il y a des sentiments spontanés d'aliénation contre les autorités qui se sont exprimés amplement sur Internet. Il y a une rénovation de l'idéologie, des campagnes anti-corruption, le rêve chinois de prospérité qui a été partagé entre les jeunes, la jeunesse nationale. Elle a été partagée dans une manière de mettre en avant la jeunesse nationale. Et il y a eu une pression par les leaders de la globalisation, une promotion de la connectivité, le BRI. Dans le cas de la Chine, il y a eu une pression pour la globalisation, la promotion d'une connectivité hybride. Et c'est un grand exemple que nous avons aujourd'hui de ce phénomène. Un des principaux motifs pour le succès de la Chine est dû au bas coût pour la défense pendant ces 2 décennies de l'industrialisation. C'est une stratégie que le président chinois, Xi Jinping, a décrit comme une ascension pacifique de la Chine au début des années 2000,
Au lieu de se préoccuper en augmenter la capacité militaire, Pékin s'est concentré à ouvrir des marchés en Afrique, en Amérique latine et devenir une source de billions de dollars pour aider au développement, même avec l'aide économique bilatérale des États-Unis qui a été négligée en faveur d'une assistance militaire qui est de plus en plus importante et des ventes d'armes dans des pays alliés comme Israël, l'Égypte ou l'Arabie saoudite. Le lancement de la Banque asiatique de développement des infrastructures a été réalisé par Pékin en 2014. Elle a même vu des alliés traditionnels des États-Unis en Europe qui ont fait une file pour devenir des partenaires. Il y a plus de gouvernements au sud et au nord global qui se sont inscrits quand Pékin a lancé l'initiative Belt and Road. Cette initiative a proposé de dépenser 4 trillions de dollars dans des projets d'infrastructure pour connecter les masses sur les terres d'Eurasie, d'Afrique et d'Amérique latine. La politique de Trump par rapport à la Chine a constitué une rupture avec la politique américaine des 20 dernières années et a mis les intérêts des corporations transnationales américaines comme considération principale. Trump a utilisé une stratégie pour punir Pékin économiquement en utilisant des sanctions commerciales. Ça a été un effort agressif pour changer son mode de production capitaliste qui avait comme leader les États et les directives exécutives sur la transférence de la technologie de pointe. Le gouvernement Biden va probablement continuer cette stratégie, mais il va additionner un nouvel élément. Les dépenses des États-Unis pour soutenir la supériorité technologique des États-Unis. Il y a peu de temps, le Sénat américain a approuvé un projet de loi de politique industrielle de 250 billions de dollars. Le fait d'avoir été une votation de bipartis déséquilibrée a montré que contenir la Chine est probablement l'unique domaine où les républicains et les démocrates peuvent entrer en accord. Et il y a un danger au devant. Les États-Unis souffrent d'une crise économique prolongée qui est due à la désindustrialisation et au financement. En plus d'une guerre civile sociale et politique qui n'est pas déclarée et qui amène à une impasse. Le seul domaine où les États-Unis ont une supériorité qui est indiscutable sur la Chine, c'est sur la question stratégique. Pour maintenir cette supériorité et augmenter la conjonction des pertes de l'hégémonie économique globale, les crises politiques et idéologiques, et une supériorité militaire qui est très dangereuse. Dans son discours du 19e Congrès national du Parti communiste de la Chine, le 18 octobre 2017, il y a eu le fameux discours du rêve chinois. À mon avis, il y a eu une libération avec 30 ans de retard par rapport à la capacité militaire des États-Unis qui est universellement considérée comme une norme de classe mondiale. Et je vais expliquer ces différences des capacités militaires entre la Chine et les États-Unis. Comment les forces armées des États-Unis et de la Chine se comparent aujourd'hui? En 2019, les coûts militaires, les dépenses militaires des États-Unis ont été sommées à 3 fois plus des dépenses militaires de la Chine. Elles se sont élevées à 732 billions de dollars et elles sont passées à 261 billions de dollars. L'augmentation des dépenses militaires des États-Unis a été de 53% par rapport à leur niveau en 2018, alors qu'en Chine, elle a été de 5,1%. Les autorités américaines, elles voient la Chine comme un concurrent
proche, entre guillemets. Nous avons cet indicateur. Par rapport aux armes nucléaires, Pékin a une force nucléaire qui est assez petite. Elle est orientée par une doctrine du non-recours. Elle essaye de dissuader les agresseurs. Aux États-Unis, les États-Unis ont des capacités nucléaires qui sont beaucoup plus grandes et elles n'ont pas adopté une position de non-recours. La Chine a seulement 260 ogives nucléaires, alors qu'à la fin de 2017, l'arsenal nucléaire des États-Unis avait un peu plus de 1400 ogives qui étaient implantées. Les capacités offensives conventionnelles de la Chine sont plus faibles que les États-Unis. Il y a deux indicateurs principaux de la capacité offensive d'un pays. Ce sont ses bases militaires et ses porte-avions. La Chine a seulement une base militaire à l'extérieur qui est localisée à Djibouti, dans le golfe d'Aden. Et c'est à partir de là qu'elle participe d'activités anti-pirates. Les États-Unis ont des dizaines de bases militaires. Et il y a 60 bases au Japon, il y en a 15 en Corée du Sud, 3 à Guam et 5 aux Philippines. La Chine a 2 porte-avions opérationnels avec un design qui est très ancien de l'ère soviétique, alors que les États-Unis ont 11 dispositifs de porte-avions. Et une d'elles est basée à Yokosuka, au Japon. Elle peut être facilement utilisée par d'autres porte-avions des forces du Pacifique oriental en cas de conflit. On va penser il y a un compromis de ne pas commencer un conflit armé, mais de répondre stratégiquement en cas de conflit. The U.S. strategic posture, on the other hand, is offensive. It has 3 components. One is forward deployment, that is to push the U.S. presence of U.S. military power as far as possible from the territorial limits of the U.S. Le premier, c'est de pousser la présence des États-Unis le plus loin possible des États-Unis et le plus proche possible des frontières des ennemis. Et deuxièmement, nous avons une stratégie de combat qui s'appelle la doctrine aérienne. Et spécifiquement pour la Chine, pour l'ennemi, et qui va demander l'explosive, l'accent des commandements à l'intérieur, l'intelligence, la production des missiles, la production d'armes de stockage. Il y a aussi le flux du stockage des États-Unis et Chine. Et l'objectif était de pousser l'économie chinoise. Tout cela, entre guillemets, bien sûr, dans une perspective stratégique des États-Unis, c'était l'overnet, c'est-à-dire, selon notre ennemi McClure, cela possiblement a à voir avec les composants, c'est-à-dire ça requiert une unité perpétuelle où vous pouvez maintenir le commerce, la technologie, et vous allez voir qu'il y a une grande partie des forces militaires qui est là. Tout cela est à la porte. La première chaîne dans les îles, à la pointe des États-Unis, la plupart de l'infrastructure industrielle et en Chine est située sur les côtes sud-est et ouest du pays qui sont vulnérables, bien sûr. La réponse de la Chine est de pousser 2 défenses. Ce sont leurs défenses, en fait, tout en offrant des armes anti-action, des informations maritimes
ce qu'elle a appris avec des pays comme les Philippines. Tout cela a été justifié unilatéralement tout en disant que la Chine méridionale appartenait à la Chine. Mais la plupart de tout cela va violer le droit des 5 autres pays qui font frontière avec les États-Unis, qui va voir la mer de la Chine avec ses bénéfices et qui vont surveiller jusqu'à la mer de la Chine. Ces avions, avec des collectes d'informations, des recueils d'informations, vont se rapprocher le plus qu'ils peuvent de la côte. Donc, tout cela est réalisé pour promouvoir les intérêts américains, que ce soit la dispute entre la Chine et les États-Unis va créer une situation exclusive parce qu'il n'y a pas un équilibre et il n'y a pas de ressources non plus pour l'équilibre qui soit fiable, comme nous avons vu pour l'équilibre européen qui a rendu effectivement la Deuxième Guerre mondiale. Les bateaux chinois sont dans un jeu où les avions vont encadrer les navires de guerre et qui vont défier en fait les autres. Au Vietnam, au congrès de 2014, les autorités ont exprimé une même coalition parce que l'Égypte devrait se transformer en conflit très grand. Cela n'a rien à voir parce que la Chine et les Philippines sont toujours dans un jeu dans cette mer, cette immense mer. Nous pouvons constater qu'il y a de l'espace où nous pouvons voir l'Asie et aussi la réduction de toute une zone. Mais je ne veux pas approfondir ces sujets-là. Nous pouvons en parler plus tard. Prochain, s'il vous plaît. Clausewitz famously wrote that war is the extension of politics by other means. On a déjà dit quelque chose sur la passion. Cela va engager la question du calcul qu'on doit faire, c'est-à-dire on doit penser quand est-ce qu'on va à la guerre. Il va subestimer en fait tout cela. Mais ce qui est dangereux, c'est que quand la passion est associée au rationnel, quand le désir de maintenir l'hégémonie est lié à un processus calculé de commencer la guerre, l'estimative va vers le Congrès à la Chine. Ça peut être comparé avec la Chine et les États-Unis. Possiblement, on va avoir 30 communautés. Il faut faire quelque chose, effectivement. C'est ce qui veut dire ce discours au sein du petit. Est-ce que le Pentagone va permettre cette égalité des stratégies? Est-ce que vous pensez que j'exagère? Les États-Unis, je disais, c'était un pays très dangereux dans les derniers 245 ans. Ils ont avancé à travers les aventures dans ce premier 150 ans. Ils ont utilisé toujours la force militaire pendant les 100 ans. Il y a peu de temps où le pays n'était pas en guerre. Ils sont continuellement en guerre dans les derniers 20 ans. Je ne sais pas vraiment dire. La guerre à l'Afghanistan a fini maintenant. La Chine a envoyé ses forces de guerre il y a 40 ans, au contraire des États-Unis. C'est-à-dire, c'est un pays qui n'est pas au même niveau d'égalité que les États-Unis. Alors, j'aimerais dire encore quelque chose sur ce que nous connaissons sur les études
de sécurité, c'est-à-dire que les États-Unis il est en train d'entrer dans la guerre. Puisque les États-Unis, ils sont vraiment formés pour la guerre, ça peut se passer à n'importe quel moment. Cette affirmation est basée sur l'information, dans ce cas, la thèse de l'auteur, dans la coupole du capitalisme et la qualité de ce dialogue parmi les États-Unis et la Chine. Ça va se passer en 2022. Je vais publier cela et je vais vous laisser là à votre disposition cette publication. À travers ce document, vous pourrez avoir accès à cet article et je pourrais vous passer. Merci beaucoup. Selon ce que vous dites, tu venais de dire, vous êtes en Philippines alors. Merci beaucoup, je vous remercie. Il est très tôt en Philippines. Maintenant, on va entendre Martine Boulard. Madame Boulard, journaliste en France. C'est avec vous, madame. Martine, ton micro. Oui, excusez-moi. Donc, merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. J'ai trouvé l'intervention de Walden vraiment très, très intéressante. Je ne sais pas s'il y aura une guerre chaude, hein, mais le pire n'est jamais sûr. Mais effectivement, il y a un cumul assez fort hein, de raisons pour aller vers un affrontement. Je voudrais revenir très, très, très rapidement, parce que je sais qu'on n'a pas un temps très grand, mais sur justement le passé, sur les rapports entre les États-Unis et la Chine, qui ont toujours été quand même des rapports un peu conflictuels. C'est-à-dire qu'il a fallu quand même 22 ans pour que les États-Unis reconnaissent la Chine. Et il y ait ce voyage de Nixon à Pékin hein, en 1972, et encore 7 ans pour qu'il y ait une ambassade américaine à Pékin, c'est-à-dire que du point de vue idéologique, il y avait une volonté de rejeter la Chine communiste. Ce n'est que les États-Unis qui étaient englués dans la guerre du Vietnam et qui avaient besoin d'un opposant à l'Union soviétique, hein, qui ont permis justement de renouer les liens, enfin qui ont poussé à des liens beaucoup plus étroits. Donc c'est pour des raisons géostratégiques. Quand il y a une deuxième période dans les relations États-Unis-Chine, c'est la période de lune de miel qu'a décrit fort bien Walden, qui est une période de lune de miel avec des raisons économiques. Évidemment, la Chine n'avait pas de capitaux, mais elle avait une main-d'œuvre qui était formée quand même. C'était une main-d'œuvre alphabétisée par rapport à l'Inde, par exemple, qui a une main-d'œuvre où le taux d'alphabétisation était très faible et reste aujourd'hui encore faible, hein, et puis qui avait une main-d'œuvre relativement disciplinée, alors que les États-Unis recherchaient relever le taux de profit. Donc ça, je ne vais pas revenir, Walden l'a décrit tout à fait bien, mais il y avait aussi déjà une raison idéologique, pas que de l'économie, c'est aussi une raison stratégique. C'était l'idée que l'on pouvait emmener la Chine dans le système capitaliste et dans le système de démocratie à l'occidentale. C'est la grande déception d'ailleurs des Américains aujourd'hui et des idéologues américains aujourd'hui, où la montée des échanges entre les États-Unis et la Chine n'a pas conduit à l'absorption idéologique, si je puis dire, de la Chine par les États-Unis. Cela dit, quand la Chine accepte, si je peux dire, les capitaux américains pour développer le pays, en même temps, leur dépendance est extrêmement forte. À la fin des années, début des années 80, 70% des produits dits chinois, entre guillemets, 75% pardon, de la valeur ajoutée, étaient maîtrisés par les Occidentaux. La Chine n'avait peanuts, hein, ne recevait pas grand-chose. Ce qu'elle a pu faire pendant cette période, c'est d'acquérir un savoir-faire, c'est de
d'être en position de force pour pouvoir exiger des capitaux étrangers de s'implanter, et non pas simplement investir, mais de s'implanter en Chine avec des entreprises chinoises afin de s'approprier les savoir-faire et ainsi de suite de pouvoir se développer. Ça ne s'est quand même pas fait sans douleur à l'intérieur de la Chine. Il faut se rappeler 1989 et les mouvements sociaux de Tiananmen, la répression énorme au lendemain de Tiananmen. Il y avait un courant en Chine modernisateur et plus démocratique que ne le voulait l'appareil politique chinois. Et entre les États-Unis et la Chine, ça marche grosso modo jusqu'en 2008. Effectivement, 2008, c'est le premier accroc devant le massacre, le massacre économique, si je puis dire, américain. Les Chinois commencent à se dire qu'ils ne veulent plus recevoir de leçons des Occidentaux. Et effectivement, je me souviens très bien d'un économiste chinois qui m'a dit, bon voilà, vous nous avez fait des leçons, vous nous avez dit ce qu'il fallait faire, pas d'État, le libéralisme, etc. On voit ce que ça donne, maintenant on pose nos conditions. Donc effectivement, il y a eu une volonté, de recentrer l'économie chinoise sur la consommation, ce qui n'est pas facile, parce que on est en 2021, il n'y arrive toujours pas complètement, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis, il y a eu une espèce de sûreté d'eux-mêmes, des Chinois, de la Chine, qui a fait qu'elle s'est affirmée de plus en plus sur la scène internationale, d'autant que son plan de relance, qu'on jugera à l'époque, en 2008, le plan de relance qui était de 100 milliards, je crois, on considérait à l'époque que c'était un plan hors norme. Depuis, avec le Covid, on a fait beaucoup mieux un peu partout dans le monde, mais de fait, en lançant son plan de relance, la Chine a tiré l'économie mondiale vers le haut, et donc s'est senti une certaine assurance. Avec, en interne, il ne faut jamais, je crois, oublier les faiblesses internes de la Chine, qui sont quand même des problèmes d'inégalité extrêmement fortes. En Chine, dans un pays qui prône l'égalité, c'est toujours la politique officielle du pouvoir, et puis chez une partie des dirigeants chinois, la peur d'une perte d'identité propre à la Chine pour aller vers une espèce d'absorption de l'idéologie capitaliste occidentale. Donc ça marche quand même grosso modo avec des problèmes. Il y a une troisième phase qui est la phase ouverte en 2011, pas seulement avec Trump, c'est là où je diverge un peu avec Walden, le tournant s'est opéré avec Barack Obama. C'est Barack Obama qui a commencé à parler du pivot asiatique. Le pivot asiatique, c'était l'idée de remettre des troupes américaine dans toutes les bases de l'Asie, là où il y en avait moins ou plus. Et donc, certes, c'était 2 ans après que Obama ait décidé le surge en Afghanistan. Donc, ses moyens militaires étaient quand même relativement limités pour mettre les troupes en Asie. Il reste que, théoriquement, sur le plan politique, c'était le premier tournant. Le deuxième, toujours sous Barack Obama, c'est l'idée d'utiliser les lois d'extraterritorialité qui seront utilisées largement par Biden plus tard, mais qui commencent avec Obama et qui concerneront tout à fait la France, puisque ça a été une amende considérable pour BNP, ça conduira au démantèlement d'Alstom pour la France. Donc, Obama met en place un peu le système théorique, évidemment, Donald Trump arrive et lui, avec sa coup de serpe, décide la guerre commerciale pleine et entière, si je puis dire, avec la volonté de effectivement satisfaire sa clientèle électorale, la fameuse Rusty Belt, qui avait souffert de fait des délocalisations. Et il se retrouve, et ça c'est beaucoup plus étonnant, il se retrouve en convergence avec les patrons des GAFA, qui eux aussi sont pour, un peu serrer la vis aux Chinois, parce que les GAFA ont du mal à pénétrer le marché chinois et luttent contre le protectionnisme, entre guillemets, chinois.
c'est là, évidemment, que ce tournant plein et entier se réalise, avec déjà une convergence entre les démocrates et les républicains. La loi de défense nationale votée au Congrès est votée naturellement par les républicains, mais aussi par une partie des élus démocrates. Et cette loi nationale sur la défense, loi nationale de défense, dit clairement et pour la première fois que la Chine est un ennemi systémique. Et donc, on va assister là à un début de convergence entre républicains et démocrates. Et puis, on le voit aujourd'hui avec Joe Biden. Alors, naturellement, ça a perdu la dimension, comment dire, guerrière première de Joe Biden, mais on est... de Donald Trump, et Joe Biden est plus porté sur les droits humains, mais quand même, le premier sommet international que met en place Biden quand il arrive au pouvoir, c'est le Quad. Ce Quad, c'est le dialogue trilatéral qui dit l'axe Indo-Pacifique, hein, qui réunit le Japon, l'Inde, l'Australie et les États-Unis, avec l'idée de contenir militairement la Chine. Or, c'est le premier acte politique international de Joseph Biden, et on verra plus tard avec l'OTAN, la réunion de l'OTAN en Europe, où l'OTAN s'arroge le droit de se prononcer contre les investissements chinois en Europe en disant que c'est très dangereux du point de vue sécuritaire. Ça, c'est du côté américain, et naturellement, du côté chinois, on passe, ça, Walden l'a fort bien dit, de l'émergence pacifique à l'affirmation de la puissance chinoise, voire ces dernières années, enfin ces derniers mois peut-être, la diplomatie du loup guerrier, comme on a dit dans le langage diplomatique, c'est-à-dire la volonté d'une plus grande riposte, quelquefois avec des termes très guerriers, de la diplomatie chinoise face aux agressions américaines. Il y a évidemment, là aussi, Walden l'a dit, je passe très très vite, l'occupation des îlots, enfin plutôt le développement des îlots dans les Spratleys, les Paracels, dans les mers de Chine, dans les deux côtés de la mer de Chine d'ailleurs, et là avec une volonté nette de se défendre quand même, qui n'est pas justifiée, hein, puisque c'est contraire au droit international, mais la Chine craint énormément. Quand on regarde la carte de Chine, elle est complètement entourée au nord avec la Corée du Sud qui dispose de troupes américaines, l'ensemble du Japon avec notamment Okinawa qui est à quelques centaines de kilomètres de son territoire, et puis qui a des troupes américaines, qui héberge des troupes américaines. Il y a bien sûr Taïwan, donc une peur bleue pour la Chine de voir ces passages, son accès à haute mer complètement verrouillé par les Américains et les alliés américains. Ça ne justifie pas, encore une fois, qu'ils aient bétonné les îles, qu'ils aient développé cette agressivité avec les Philippines notamment, mais ça explique. Si ça ne se justifie pas, et même si ce n'est pas la bonne solution, comme le dit Walden, c'est un moyen a pour conséquence de s'aliéner ceux qui pourraient être des alliés, notamment les Philippines, hein, Duterte était quand même assez proche de la Chine. Il est obligé de protester devant une telle agressivité. Donc, ça, c'est l'aspect agressif. Le troisième aspect du côté chinois, c'est effectivement la route de la soie qui s'est développée, qui est un vrai succès, j'y reviendrai tout à l'heure, pour la Chine. Alors, je vais reprendre le titre qu'on avait de la conférence. On parle de nouvelle guerre froide. Est-ce qu'on peut parler de nouvelle guerre froide ?
moi, j'ai envie de dire oui et non. Et je vais commencer par le non parce que dans la guerre froide, il y avait compétition entre deux systèmes, le système communiste et le système capitaliste. Or, le système capitaliste, en tout cas les principes capitalistes, sont à l'œuvre dans les deux pays. Alors, sous bannière libérale aux États-Unis, mais avec l'État qui finance quand il y a besoin. Hein. On sait bien que les grandes découvertes américaines ont été financées par les Américains, et sous bannière étatique hein, en Chine, mais avec quand même une grande liberté pour le capital. On l'a vu avec Jack Ma. Alors, évidemment, ils viennent de couper, les dirigeants chinois viennent de couper les ailes aux grands groupes multinationaux qui se sont développés. Il reviendra peut-être dans la discussion, c'est intéressant parce qu'il y a une recherche de nouvelles réactions. Il reste qui s'était développé très largement, au point où Jack Ma s'est senti capable de proposer une e-monnaie propre à Ant, à son géant financier, à son trust financier, comme l'avait fait un peu Amazon à un moment donné quand il avait proposé une propre monnaie. Donc, il n'y a pas de compétition sur le mode de gestion capitaliste, et surtout, les deux économies sont interdépendantes. Évidemment, la Chine est le premier fournisseur des États-Unis et le troisième acheteur des produits américains. Donc, on n'imaginait pas l'Union soviétique fournissant des produits aux Américains et réciproquement. C'est-à-dire, donc, ça n'a vraiment strictement rien à voir. L'Union soviétique est un géant militaire, un géant politique, même par certains aspects, mais un nain politique, un nain économique, alors que là, nous avons affaire à deux géants. Cela dit, c'est la deuxième partie, il y a quand même une guerre forte, hein, une guerre, d'abord une guerre commerciale et technologique, je ne vais pas y revenir parce que peut-être je suis en train de dépasser mon temps, non, ça va tu me dis, Christophe, si je dépasse mon temps. Non, ça va, tu as encore 5 minutes, vas-y. Voilà. Donc, une guerre commerciale, technologique, je ne vais pas revenir, mais quand même, qui peut porter des coups à la Chine. Hein. On a vu l'énorme campagne contre Huawei et l'énorme campagne avec les semi-conducteurs, avec une pression pour que les fournisseurs taïwanais quittent le sol chinois. Or, ils sont essentiels comme producteurs de semi-conducteurs nécessaires à l'intelligence artificielle, où la Chine a incontestablement une certaine avance, donc une guerre commerciale et technologique, une guerre d'influence, alors en Asie et dans le monde. Hein, on a parlé de la route de l'initiative Belt and Road, avec effectivement, c'est très compliqué de savoir combien ils ont consacré à cette fameuse Belt and Road initiative. Alors, on parle de 4 000 milliards, certains parlent de 5 000 milliards de dollars. On a du mal à s'y retrouver entre les annonces, les vrais projets, les difficultés de projet, les projets revus, etc. Il reste que, de fait, politiquement, ils se sont appuyés sur les besoins en investissement, en équipement, et en infrastructure en Asie, qu'aucun pays et qu'aucune banque mondiale n'était capable d'assumer. 2, ils ont eu pour principe de ne pas intervenir dans les affaires des pays récipiendaires des projets, ce qui n'est pas seulement une manœuvre politicienne, je crois que c'est quelque chose de très profond chez les Chinois. Et enfin, ils ont eu le troisième principe, qui est le remboursement de ces prêts par les matières premières, et puis voire par la mainmise sur certains équipements. On l'a vu au Sri Lanka, par exemple. Mais il reste que ces projets lui ont permis d'avoir une influence en Afrique et dans une partie des pays d'Asie,
de montrer qu'ils étaient capables de mener des projets multilatéraux. Quand même, la Banque asiatique, je ne sais plus comment elle s'appelle, Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures, la fameuse BAII, a été, comment dire, mise en place avec une cinquantaine de pays, dont les adversaires, dont les alliés, pardon, des Américains. Et puis, et donc, ils ont été, ça c'est du point de vue économique, et puis ils ont réussi dans la même foulée, montrant qu'ils étaient capables de mener des projets multilatéraux. C'est le fameux accord de libre-échange, qui est le plus grand accord de libre-échange au monde, hein, le partenariat économique régional global, avec les pays de l'ASEAN, plus la Corée du Sud, le Japon, la Nouvelle-Zélande, etc. Donc, ils ont marqué des points incontestablement dans cette guerre d'influence, des points économiques, mais quand même, ils ont des points faibles qui sont les points en interne, c'est-à-dire la répression, qui peut quand même bloquer une partie des projets de recherche, mais aussi les problèmes avec Hong Kong, les Ouïghours, je vous en passe, on y reviendra un peu plus tard. Cela dit, à part le Japon, l'arrogance chinoise n'est réelle, mais à part le Japon, l'arrogance américaine est tout aussi réelle et n'est guère plus appréciée. La plupart des pays de l'Asie, notamment, où les États-Unis essaient d'enrôler dans leur campagne contre la Chine, entendent coopérer économiquement avec la Chine et stratégiquement avec les États-Unis, et n'ont pas franchement envie de rentrer en confrontation avec Pékin. Il y avait un proverbe que me disait, je crois que c'est un diplomate singapourien, je crois que c'est un proverbe chinois qui disait « L'eau qui vient de loin ne peut arrêter le feu qui est tout près ». C'est-à-dire que certes, les Américains sont bien gentils, mais enfin, nous, on a le grand voisin à côté et on coopère avec lui et on peut continuer à coopérer. Cela dit, si les Américains n'arrivent pas à enrôler l'ensemble de l'Asie sous sa bannière guerrière, ils marquent des points avec d'autant plus de force, si je puis dire, que le soft power chinois n'est quand même pas très développé. Dire qu'il a certainement, pour une part, perdu des points dans la dernière période, avec l'affaire de Hong Kong, évidemment, avec sans doute Taïwan, et puis et avec la répression interne, c'est incontestable. Donc voilà, est-ce que je n'ai pas parlé de Taïwan, j'entends que j'ai mal capitalisé, mais ça mériterait d'être évoqué parce que Taïwan est l'un des points faibles de la Chine, et c'est un point faible sur lequel s'appuient maintenant les Américains, et donc peut-être un point de friction extrêmement important. Alors, est-ce qu'on ira vers une guerre chaude? A priori, je n'y crois pas, naturellement, mais d'abord, les guerres sont jamais rationnelles. La Première Guerre mondiale n'était vraiment pas, personne n'en voulait, hein, dans les écrits, elle avait quand même eu lieu. Et d'autre part, les manœuvres américaines, d'une part, la réaction crispée de la Chine, d'autre part, est extrêmement dangereuse et peut conduire à des incidents dont on maîtrise peu l'enchaînement. Voilà. Merci. Thank you very much, Martin, for your presentation. And now we will pass to the discussion. But before to give the floor to the two people having raised their hand, I saw Carlos Mendoza Portela and I saw Pierre Baudet. But before them, I have two questions by mail or chat. The first one came from Feroz Mehdi, and his question is about China and India. Why does China not consider India as a crucial and important? Une question sur la Chine et l'Inde. Pourquoi la Chine ne devient pas un allié important? That's the first question coming from Feroz. And I have a second question, which are in fact two questions coming from Oli Milan Campos. Il y a deux questions, en fait, de
de la part de cette personne sur le chat en espagnol. Donc, je vais traduire en anglais. La première question, nous pouvons dire que les États-Unis sont en déclin. Et quelle est la relation entre la Chine et la Russie? Tu penses que la Chine va avoir une relation avec la Russie? Ça, ce sont les premières questions. Maintenant, nous allons passer la parole à Pierre Baudet. Okay, we'll see later. I don't see his hand still on, but On va voir ça après. Je ne le vois pas ici, Pierre Baudet. Si tu veux, tu peux parler juste après. Pierre Baudet, tu as la parole. Et après, la parole est à Mendoza. Obrigada pela... Merci pour la présentation. J'aimerais poser une question qui est en lien avec ce qui s'est passé la dernière fois. Nous parlons de la grande complication nous parlons de la déroute des États-Unis. C'est humiliant. Et ça, c'est le message qui a été donné. Les États-Unis ne peuvent pas retirer leurs troupes d'Afghanistan comme ça s'est passé en Irak. Et tu connais toutes les raisons, etc. Et tu peux voir qu'ils sont en train de payer des coûts de ce comportement. Et là, il y a la Chine de l'autre côté pour donner cet appui à l'Afghanistan, au Pakistan. Donc, tu peux voir que les États-Unis, ils sont au milieu de ce chaos. Et il y a Obama, il y a... Par rapport à la doctrine militaire aussi, on voit qu'il n'y a plus le moment des soldats sur le sol. Et c'est comme ça que ça va continuer. C'est un chaos. Et la Chine, qui a l'air... elle a l'air d'avoir un certain succès. Elle va payer. Les États-Unis ne vont pas rester en Afghanistan pour lutter pour une occupation ou pour d'autres projets. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont sortir. Et quelle est la conséquence de tout ça? Nous avons plusieurs interprétations pour ça. Merci beaucoup. Je vais parler lentement en portugais. Je voudrais remercier les présentations de Walden et de Martine. Ce sont des présentations très utiles pour comprendre notre monde aujourd'hui. La première question, l'analyse de Walden, qui a parlé d'un conflit inévitable, chaud, entre les États-Unis et la Chine. Et elle me paraît, cette analyse, très marquée par le cadre de la situation d'expansion en mer de Chine et des conflits avec Taïwan plus spécifiquement. J'aimerais mettre l'emphase sur deux autres choses et je parle de ça comme un problème. La première chose, c'est quel est le niveau d'interdépendance de l'économie chinoise par rapport à l'économie japonaise,
coréenne et de Taïwan. Quel est le niveau d'interdépendance? Il est si grand qu'il devient impossible d'avoir un conflit global. Je ne jette pas, Walden, des conflits particuliers, même des conflits chauds. Mais un conflit global, ce n'est pas autodestructif pour tous, un conflit global? Ça, c'est ma première question. La deuxième question, c'est si la projection de pouvoir que la Chine réalise avec les relations avec la Russie et en occupant des lieux vides qui ont été laissés par les États-Unis, je pense maintenant à l'Afghanistan, au Pakistan, la situation géopolitique d'Eurasie, elle n'est pas très favorable pour la Chine. Ça, c'est ma deuxième question. Et la troisième question, c'est une question dont on ne peut pas s'échapper. Quel est le lieu de l'Amérique latine, le rôle de l'Amérique latine dans les gestions de pouvoir chinois, selon vous? C'est ça, merci beaucoup. Voilà, ce sont les questions. There is a question from Menahem. Merci, José. Il y a aussi une question qui est en anglais. Do we think that the US Nous avons en ce moment l'anniversaire du 11 septembre et nous avons tout ce conflit militaire. Qu'est-ce que tu penses qui va se passer au niveau des pressions par rapport à la situation actuelle en Afghanistan et dans le monde comme un tout? La première question, elle a été écrite et vous pouvez discuter leur importance. Si nous n'avons pas d'autres questions, je vais donner l'espace pour les réponses. S'il n'y a pas d'autres questions, on va y répondre alors. Est-ce qu'on a d'autres questions? Bon, alors, Walden, est-ce que tu aimerais répondre? Ce sont des questions qui sont profondes, des problèmes sérieux. Vous arrivez à me voir, à m'écouter? Ces questions, elles sont très bonnes. Merci beaucoup pour la présentation, Martine. Et c'est sûr que je vais essayer d'intégrer toutes les questions et donner certaines réponses. Je pense que nous devons attendre, et nous savons tout ça, que les États-Unis vont essayer de fortifier leurs alliances au sud de l'Asie, et spécialement avec l'Inde. Certainly, I think that under the BJP government, the alliance between the US. Dans ce gouvernement, vous savez qu'il existe l'alliance des États-Unis avec l'Inde, et c'est une alliance stratégique du gouvernement Biden. Ce sont des idées pour contenir la Chine et son influence en Asie, au sud de l'Asie, mais je pense aussi qu'il existe un élément idéologique. Vous pouvez voir qu'il existe une force de Biden qui est de créer une société qui se différencie
de la chinoise, mais qui ne soit pas un régime autoritaire comme l'est le régime chinois. Mais d'un autre côté, on ne va pas abandonner nos pratiques. La démocratie américaine, c'est comme ça qu'ils l'appellent. Donc, on voit que la démocratie est quand même un peu laissée de côté actuellement. C'est comme à l'époque de Gandhi, dans l'autre côté de l'Asie. Cette relation, elle va se fortifier avec la sortie des États-Unis d'Afghanistan. Et nous avons donc la question de José. Si la relation entre la Chine, le Japon, la Corée du Sud et l'Asie, comment va se faire cette relation? Alors, qu'est-ce que nous avons dans cette partie du monde en ce moment? C'est ce que nous appelons d'une division de travail. Nous n'avons pas réalisé cette intégration économique dans les dernières décennies en Corée du Sud, c'est clair, en Asie. Et par exemple, nous avons, du côté asiatique, nous avons la manufacture de matières premières qui sont convertis en produits industrialisés qui sont exportés dans plusieurs pays. Aux États-Unis, au moins, les exportations, elles vont aux États-Unis, elles y vont à partir de la Chine. Et nous avons une grande demande et il existe cette division de travaux et ces économies, elles sont très interdépendantes. Et c'est sûr qu'il existe une continuité dans le cas des États-Unis avec l'Europe. Mais mais de dire qu'il existe cette interdépendance économique, ça n'annule pas le bloc économique, l'ensemble économique. L'Allemagne a été très intégrée avec l'Occident et avec l'Europe orientale du point de vue économique avant la Première Guerre mondiale. Et il existait ces relations commerciales qui étaient très intenses entre l'Allemagne et la Grande-Bretagne. Et c'est sûr que ça nous a amené à la Deuxième Guerre mondiale. Et cette économie, elle est beaucoup plus intégrée depuis c'est la fin des années 30. Et nous avons alors ce soutien des États-Unis où il y a des corporations et il existe ces liens qui sont très bien établis dans ces conflits militaires industriels. Ce que je veux dire, c'est que du point de vue des relations idéologiques, politiques, les conflits existent. Et il y a une montée de l'autonomie du point de vue économique. Les relations économiques, elles ont une certaine autonomie. Mais tout ça, ça ne garantit pas qu'il n'y ait pas de conflit émergent. La situation dont vous avez parlé, l'Afghanistan a été une grande déroute à tellement de niveaux. That war was lost long ago. Cette guerre, elle était perdue depuis longtemps. La guerre de l'Afghanistan, elle
elle s'est arrêtée depuis 2006-2007. Ça a été une situation qui a été supportée du point de vue opérationnel, mais Trump, il était d'accord pour faire cet accord de sortie. Et les forces militaires, elles ont essayé d'empêcher cet accord. Cette sortie récente de Biden. Et je pense que ça, c'est très clair. Je pense que la question clé que nous devons nous poser, ce n'est pas la géopolitique et ses implications. Je pense on avait déjà vu dans le régime d'Obama, comme l'a dit Martine, les États-Unis étaient déjà désespérés pour sortir du Moyen-Orient. Il n'y avait pas de raison d'être sur place. Ce n'était pas efficace. Il y avait cette possibilité de sortir. Et il y a eu ces forces pour un conflit la situation d'Obama par rapport à l'Asie, c'était de sortir. Alors, ce que je pense, c'est que, comme je l'ai dit un peu plus tôt, le seul lieu en ce moment pour que les États-Unis se sentent supérieurs, le seul domaine, c'est le domaine militaire. À tous les autres niveaux, il n'y a pas de comparaison. J'imaginerais à ce point qu'il y a une pensée stratégique qui se passe en ce moment avec les Américains et c'est pour ça qu'il y a un maintien de la supériorité. C'est pour ça que nous avons ça depuis 30 ans. Et à partir de la position des Chinois, jusqu'à 2049, il y a des opportunités. Et c'est un phénomène assez dangereux de mon point de vue. Parce que je pense que ce qui se passe maintenant, c'est une situation où il y a un déclin et ce n'est pas un processus facile pour n'importe quel super pouvoir, superpotence. Quand on réunit la passion avec le calcul pour maintenir l'hégémonie, ce que je pense, c'est que nous avons besoin de regarder la stratégie militaire comme une stratégie qui est très volatile. Ce que je pense, c'est que les Américains, ils ne sont pas faciles à vaincre parce que c'est un pays des plus belliqueux dans le monde. Maintenant, il y a eu de pertes au Vietnam, dans l'Est asiatique. Et je vais dire que ce n'est pas une chute du caractère national. Je dirais que je ne pense pas que l'administration Biden, elle va conduire à une ère de paix. Je ne le pense pas. Mais il y a d'autres facteurs qui fonctionnent. Mais comment tout ça va nous distraire
de la position d'hégémonie politique. Les États-Unis, ils sont dans une crise domestique très intense à ce point-là. Et tout ça, c'est dirigé par des questions de race. Et on ne peut pas subestimer à quel point cette polarisation, cette division, elle a un impact sur la politique et sur la politique étrangère. Et le possible impact de tout ça, c'est que la crise devienne si grave, et spécialement par rapport à l'équilibre démographique, je pense que c'est quelque chose qui va devenir très distant de la population blanche. Le focus va être le front domestique, mais il y a une autre possibilité. Le conflit éthique, il y a un conflit de possession. Il y a besoin de réaffirmer l'hégémonie dans le monde pour les États-Unis. Et tout ça, ça peut conduire à une union politique où ça peut créer une unité artificielle. Et ça a été la solution fasciste pendant la Deuxième Guerre mondiale en Allemagne naziste. Et je pense que cette forme d'agression allemande, elle ressemble beaucoup aux questions de classe en Allemagne pendant cette période. Donc, je pense que nous avons besoin de regarder cette question raciale de manière raciale. Nous avons besoin de regarder la question des races parce qu'elle conduit en ce moment. Et comment est-ce que tout ça aura un impact sur les questions politiques, économiques et militaires dans la dominance globale? Je ne suis pas prêt à dire maintenant que c'est le chemin qu'on suit, mais c'est sûr qu'il y a quelque chose de très clair pour moi. Plus que jamais, le climat de guerre domestique et l'hégémonie des États-Unis sont très interliés en ce moment, en cette période. Je pense qu'on ne peut pas séparer ces deux aspects. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Walden. Maintenant, Martine, tu as une question? Martine, ton micro. Du point de vue militaire, évidemment. C'est bon. Du point de vue militaire, vous m'entendez là? Oui, maintenant ça va. Vas-y, Martine. On ne t'entendait pas tout à l'heure, mais maintenant ça va. Excuse-moi. Je disais, je n'ai pas complètement américain. Bien mon audio. Voilà. J'ai eu un problème de connexion. Vous m'entendez là? Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Je suis désolée. Oui, vas-y. J'ai un problème de connexion. Donc, je reviens. Je disais que j'avais un petit problème. Je ne partageais pas l'avis du déclin américain, plutôt d'un déclin relatif, évidemment. Ce n'est plus la puissance hégémonique. Il y a concurrence avec les Chinois, mais il reste très largement dominant du point de vue militaire, ça va de soi, mais aussi du point de vue de la recherche. Point de vue, ça reste un système attractif. Le nombre d'étudiants qui étaient avant Covid, évidemment, mais le nombre d'étudiants étrangers qui proposent d'aller
États-Unis est bien plus, n'a rien à voir avec le nombre d'étudiants qui demandent à aller en Chine, et on pourrait multiplier les exemples comme ça. Donc c'est un déclin relatif. Il est évident que le départ de l'Afghanistan dans les conditions qu'on a vues, c'est-à-dire l'apocalypse, ne contribue pas à rendre comment dire, les Américains très très crédibles. D'ailleurs, la presse officielle chinoise s'en est emparée immédiatement en disant regardez Taïwan, ce qui se passerait si vous vouliez vous mettre derrière la bannière américaine, je serais de vous, j'y réfléchirais en 2 fois. Bref, effectivement, il y a une perte de crédibilité de ce point de vue, mais on sait que il y a eu une perte de crédibilité au moment de la guerre de Vietnam, et ils se sont donc attention au déclin très très relatif des États-Unis. Autre chose, c'est sur Chine, Inde, Afghanistan. Jusqu'à présent, effectivement, les États-Unis à plusieurs reprises ont voulu embringuer l'Inde dans leur musette, hein, si je puis dire, ou derrière leur bannière, avec quand même beaucoup de difficultés. Certes, l'Inde participe au fameux dialogue quadrilatéral, le Quad, et à l'axe Indo-Pacifique. Ça, c'est incontestable. Hein, ils sont même une des puissances importantes. Mais en même temps, vient d'avoir en avril, il y a eu un accrochage entre l'Inde et les États-Unis, parce que des navires de guerre américains avaient pénétré la zone économique spéciale, pas spéciale, mais exclusive, pardon, dans la mer Indienne, dans l'océan Indien, et qui a donné lieu à des protestations virulentes de l'Inde, et notamment du BJP, parce qu'il est extrêmement nationaliste, et l'idée qu'on puisse pénétrer dans ces eaux sans même lui signifier, a fait quand même un scandale dans la presse indienne, donc il a beaucoup réagi. Ça, c'est le premier aspect. Et le deuxième aspect, c'est la frontière avec l'Inde. Avec la Chine. On revient toujours au même point, que la Chine est tout près. L'Inde est loin, les États-Unis sont loin, et la Chine est près. Et même s'il y a eu des incidents dans l'Himalaya, fin de l'année dernière, je crois que c'était, depuis, les Indiens ont négocié avec les Chinois. Donc, si les Chinois étaient un petit peu habiles, ça pourrait calmer les ardeurs. Ce qui doit inquiéter en revanche les Indiens, et qui peut faciliter un accord avec les États-Unis, c'est ce qui va se passer en Afghanistan. Effectivement, il y a une bagarre entre le Pakistan et l'Inde en Afghanistan. Le Pakistan ayant peur que l'Inde s'installe et soit l'entoure en quelque sorte, et de son côté, l'Inde craint un accord pakistano-afghan qui naturellement poserait problème pour la résolution du Cachemire. Comme vous savez, l'Inde et le Pakistan sont toujours en conflit dans le Cachemire. Autrement dit, le poids de la Chine plus le Pakistan dans l'Afghanistan peut fortement inquiéter les Indiens et les pousser à aller, excusez-moi, je suis dans la géopolitique, mais peut les pousser à aller du côté américain. Cela dit, avant de se remettre, là encore une fois, derrière la bannière américaine, franchement, il y a des forces assez importantes en Inde, malgré le BJP, malgré le nationalisme indien, malgré le sentiment anti-chinois réel qui existe en Inde. Je vois difficilement pouvoir glisser et faire de l'Inde un allié sûr des États-Unis. Le pire est possible, hein, mais je n'y crois pas beaucoup. Troisième élément sur l'Afghanistan et les conséquences avec les États-Unis et la Chine, c'est que la Chine, on a beaucoup mis en avant le rôle de la Chine, qui a négocié avec les talibans, qui a reçu les talibans, mais elle n'a reçu la Chine et les talibans qu'une fois qu'ils avaient négocié l'accord avec Trump puis Joe Biden.
n'a pas participé aux négociations, à la différence de la Russie. En même temps qu'il y avait des discussions à Doha entre les talibans et les États-Unis, il y avait discussions à Moscou entre les talibans, le gouvernement afghan Ghani, qui est l'ancien chef d'État afghan, et les dirigeants russes. Donc, et les dirigeants de Doha ici, d'ailleurs, ils étaient tous invités. Tout ça pour dire que la Chine, elle regarde ça avec beaucoup de modération. En revanche, elle se dit que, effectivement, il y a des matières premières, elle a déjà commencé à investir, il y a de la bauxite notamment qui est essentielle pour les nouvelles technologies, elle a commencé à investir, mais l'Inde est aussi le deuxième investisseur dans la région en Afghanistan, et la Chine, l'autre aspect pour la Chine qui est à mon sens presque plus important pour elle que les questions économiques, c'est comment ça s'appelle, le parti islamique de Turkestan, c'est-à-dire les djihadistes ouïghours qui ont des liens avec les Ouïghours et le Xinjiang. Et la Chine craint par-dessus tout des attentats ou un point, comment dire, de l'aide politique et militaire du parti islamique du Turkménistan qui est lié à Al-Qaïda, ayant pour base l'Afghanistan. Donc voilà, moi je pense que il ne faut pas exagérer pour l'instant l'influence qu'a la Chine sur l'Afghanistan. Quant à la Chine-Pakistan, il faut se rappeler qu'effectivement il y a ce fameux couloir dans le cadre des routes de la soie de développement entre la Chine et le Pakistan. Les projets ont été sérieusement réduits à la dernière période. Donc là aussi, ça avance, mais ça avance assez doucement. Et je voulais redire quelque chose sur le Japon. Oui, c'est de dire que le Japon est quand même le premier partenaire commercial de la Chine. Enfin, plutôt la Chine est le premier partenaire commercial du Japon, ce qui quand même, avec les hommes d'affaires, leur permet quand même être un peu modéré. Et enfin, j'en ai terminé sur Chine-Russie. Là encore, ce n'est pas une alliance, la Chine-Russie. Le propre de la diplomatie chinoise, c'est de ne pas travailler en alliance. On peut regretter, enfin, je ne sais pas si c'est regretter ou pas regretter, mais le fait est que ce n'est pas comme ça. D'abord, elle n'en a pas. Elle n'a pas d'alliés dans la région, elle n'a pas d'alliés dans le monde, elle a des partenaires commerciaux, on le sait, économiques, on le sait, quelquefois beaucoup plus que ça, mais c'est tout. Et avec la Russie, c'est pareil. L'Europe, c'est là où l'Europe joue un rôle qui est négatif. L'Europe, en s'inclinant devant les États-Unis et imposant des sanctions sans précaution avec la Russie, donc voilà, je pense qu'il faut sortir un tout petit peu des schémas d'avant et essayer de voir que tout ça, ce sont des alliances très fluctuantes entre les intérêts du moment. Et je ne crois pas, même si les liens se sont rapprochés, c'est incontestable entre la Russie et la Chine, qu'ils ont tous les deux des régimes illibéraux, comme on dit, encore que c'est évident, mais encore qu'en Russie, il y a des élections. Et ce n'est pas le cas en Chine. Mais ce n'est pas une alliance idéologique, une alliance d'intérêt à un moment donné, et ce n'est vraiment pas une alliance militaire au sens classique du terme. Thanks a lot. Thanks a lot, Walden, and a special thank you for Walden because it's almost 2 o'clock, 1:40 in the my God. Merci beaucoup à tous. C'était très intéressante notre réunion, notre conversation, et je voulais dire que les traducteurs ont réalisé un travail fantastique, sinon on ne pourrait pas emmener cette discussion dans tous les continents. Le prochain, ce sera d'ici une semaine.
relationship after Trump, Amérique latine. Comment ça se passe, le rapport avec l'Amérique latine? Donc, on va réaliser tout ce dialogue avec ces rapports et nous allons travailler avec Stéphanie qui va faire une analyse. C'est le panéliste de la prochaine semaine. Nous aurons encore 3 webinaires. Merci beaucoup de ce tour pour aujourd'hui. Nous avons plusieurs personnes qui sont connectées sur le Facebook, sur les 4 idiomes. Les 4 interprètes sont très bien. Merci beaucoup. C'est vraiment chaleureux de pouvoir dire un grand merci, une excellente après-midi, un excellent soir. Merci beaucoup. Merci. C'est très bien de vous voir encore. Bravo.